on fait des projets personnels. Je vais souvent à Tarbes-Dantes, qui est une petite ville, qui est pour moi maintenant un peu ma deuxième maison, parce que j'ai tous mes amis là-bas. Je sais que les gens sont à la campagne, qu'il y a des déchets. Je suis une montagnarde convaincue. Et dans la montagne, je me suis rendu compte que il y a des sacs plastiques, des pots de yaourt. Et ça me semble évident, puisque avec mes yeux d'occidental, c'est facile de dire oui, il y a des sacs plastiques, des pots de yaourt, etc., des bouteilles plastiques. Mais quand les gens n'ont déjà pas de voiture pour aller faire leurs courses, qu'ils vont à pied faire leurs courses, je ne vois pas comment ils peuvent être préoccupés par des histoires de déchets. Et en fait, c'est en découvrant le livre d'Olivier, un peu par hasard, que moi, alors franchement, moi je suis une occidentale pure et dure, je ne m'intéressais pas du tout aux poubelles. Hein. Je m'étais comme une citoyenne, je triais les poubelles parce que j'ai une conscience quand même citoyenne, mais je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'on pouvait faire avec les poubelles. Et en lisant son livre, j'ai eu une vision vraiment tout à fait positive de ce que c'est qu'une poubelle, et ça, c'était une révélation. Et j'ai fait le lien directement avec le Maroc, parce que en fait, le Brésil étant un pays en émergence où les gens, je pense qu'on peut encore innover, comme au Maroc, on peut encore innover. Et je pense que pour moi, c'était très important, parce qu'en fait, en France, on est persuadé qu'on est très bon, on trie nos poubelles, on est très propre. J'ai une fille qui a 20 ans qui est venue au Maroc et qui me dit « Ah, il y a des poubelles, des sacs plastiques ». Et j'habite Montreuil, qui est à côté de Paris, et je dis à ma fille « Mais s'il n'y a pas de ramassage pendant 3 jours à Montreuil, en 3 jours ou 4 jours, il y aura des immondices de poubelles partout. Et qui paye? À chaque fois, nous, on compte sur l'État-providence. C'est quand même très français, on compte sur l'État pour tout. Mais je ne vais pas vous apprendre qu'on est en pleine crise économique et que d'un point de vue pratico-pratique, les subventions, les finances de l'État, elles auront leurs limites. Et à un moment donné, quand j'ai lu dans les livres d'Olivier qu'en partant de déchets, ce n'était plus des déchets mais des matières premières, je me suis dit que là, c'était intéressant et que dans des pays comme le Maroc, où moi je vis avec les gens et où il y a une population jeune qui est très diplômée et qui a donc une capacité d'organiser des choses, ça m'a semblé intéressant qu'Olivier puisse venir vous expliquer en fait ce que vous pouviez en faire vous. Et tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, et ça serait peut-être intéressant que vous présentiez à Olivier, parce que j'ai eu l'occasion un peu à l'aparté je voulais savoir qui vous étiez. Et quand je sais qu'il y a des jeunes de la fac, vous allez être sûrement demain peut-être des spécialistes techniques, je suis quand même contente de voir, et je suis ravie. Alors moi, j'ai 54 ans, et mes enfants ont 32 ans, 30 ans et 20 ans. Et je suis aussi ravie, parce que je suis quand même une vieille féministe pure et dure, je suis ravie de voir aussi qu'il y a des jeunes femmes qui sont passionnées par l'environnement, qui ont plein de projets, qui sont capables de faire des choses. Parce que les jeunes femmes aujourd'hui, elles seront mères demain, c'est elles qui éduqueront leurs enfants, et nous, on a envie que nos enfants y vivent et qu'ils vivent bien. Mon angoisse de mère aujourd'hui, c'est de me dire que mes enfants, qui sont diplômés, peut-être qu'ils ont énormément à trouver du travail, payés correctement, et je me dis que la poubelle, aujourd'hui, dans les pays émergents, si au Brésil on peut en vivre et faire de l'argent pour en vivre, je ne vois pas pourquoi au Maroc vous ne pourriez pas faire pareil. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée pour qu'Olivier vienne, non pas vous faire une conférence de théorie, parce que la théorie, moi j'en ai un peu ras-le-bol, parce qu'à la fin du mois, il faut que les gens y vivent et qu'ils arrivent à payer leur nourriture et envoyer leurs enfants à l'école et que leurs enfants vivent dans des conditions sanitaires correctes. Donc en fait, c'est ça qui m'intéressait. C'est le fait que lui, il a fait des choses pratiques. Parce que moi, le baratin, on peut vous faire des conférences. Les Européens sont très forts pour vous expliquer comment on fait la biodiversité, l'écologie, etc., etc. Seulement en pratique, comment on fait et est-ce qu'on peut en vivre. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous lui posiez des questions pratiques, parce que je suis sûre que vous avez plein d'idées. Donc là, si j'ai pris la parole, c'est pour vous encourager vraiment à poser des questions, pour justifier. D'accueillir notre fête du mouton. Et ça, c'est plus important pour nous parce que après, automatiquement de la fête, on aura beaucoup de poubelles et beaucoup partout. Ça c'est une discussion. Et ça, c'est le truc qu'on voit qui est un peu négatif pour notre environnement. Il vient du côté urbain, qui n'a pas, entre parenthèses, qui n'a pas des matériaux spécifiques pour s'organiser ou pour s'occuper de toutes ces poubelles.
un côté politique. Le côté politique, c'est le côté urbain, qui n'est pas compétent de s'occuper ou de faire une bonne organisation pour ramasser toute la gestion. Et le côté social, c'est qu'il n'y a pas une volontaire ou une formation pour les habitants. Alors, monsieur, est-ce que vous voyez qu'on aurait une solution pour faire bien gérer ce truc-là? Est-ce que importante et reconnue au Brésil qui s'appelle le carnaval. Le carnaval, bien sûr, n'a pas la connotation religieuse qu'a la fête du mouton, mais elle a un impact énorme sur toute la société brésilienne et c'est quasiment sacré d'ailleurs, on peut dire. Et disons, c'est reconnu de tous et pendant 3 jours, les Brésiliens ont droit à pratiquement à tout faire et là, le faire amène une libération du comportement. Cette libération du comportement amène à la fin des 3 jours une masse de déchets assez impressionnante. Donc ça, ils se sont rendus compte de ça. Et maintenant, on commence à penser à comment gérer le carnaval en fournissant des emplois aux collecteurs et aux ramasseurs de déchets. C'est-à-dire qu'il est déjà connu dans certaines organisations. Le problème le plus grave, et ça vous en doutez, c'est qui les paye, comment on les paye, combien on les paye. Mais sur le principe, il est déjà reconnu que des collecteurs de déchets vont participer à la collecte des déchets du carnaval, pendant et après. Ce qui donne une masse de l'industrie. Alors, il y a même des appuis, la recyclage, Coca-Cola. Le Coca-Cola aide à financer le projet de collecte des déchets du carnaval. Ils sont pas fous. Combien il y a de boîtes de Coca-Cola qui sont bues par 200 millions d'habitants le jour du carnaval? Combien il y a de boîtes, combien il y a d'acier, combien il y a d'aluminium? Donc ça existe déjà. Alors donc j'imagine que les problèmes contemporains qui sont arrivés au Brésil commencent à arriver au Maroc, c'est-à-dire outre le déchet organique qui vient du produit du mouton, qui vient de la fête, qui vient de ce mélange, le problème du déchet industriel qui sont les boissons, les boîtes, les emballages, qui eux sont en plastique, sont en acier. Donc, je n'ai pas de solution a priori parce que chaque civilisation est différente, chaque culture est différente, mais la plus grosse difficulté se tient dans l'organisation de la collecte et l'envie, la volonté de participer ou non à cette collecte, et qui y participe. Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est la municipalité? Est-ce que c'est une association de quartier? Tous ces problèmes-là, ça c'est à la société marocaine de les appréhender. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est votre municipalité? Est-ce qu'il faut faire comme des Suisses où on dit, non, on paye tout et puis c'est la municipalité qui fait? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme des Brésiliens et dire, non, c'est à nous? On a des problèmes d'emploi, on a des problèmes de revenus, si on le gère nous, c'est peut-être à nous que va revenir ce revenu de la gestion des déchets. Par contre, c'est une contrainte, c'est qu'il faut travailler, mais travailler vraiment cher, justement. Le problème est de le faire rémunérer, justement. Donc effectivement, là, c'est cette question qui est tout à fait juste, parce qu'un gros événement, c'est au Brésil une masse d'argent énorme, c'est une source d'emploi pendant 3 jours des gens qui attendent le carnaval. C'est comme quand on attend un événement, des gens qui attendent le festival de Cannes pour faire des activités, des restaurants, etc. On peut penser dans un point de vue positif, dans une vision positive du déchet, qu'on peut avoir un gros apport de matière qui peut servir au compostage agricole, qui peut servir à multiples filières de revalorisation. Juste pour la conférence, c'est un grand projet sur lequel, bien sûr, on va travailler ensemble pour pallier, bien sûr, ces dysfonctionnements qui concernent la gestion et que la communauté s'accapare un peu cette dynamique. Le rôle de la communauté est primordial. Les communes, ils sont qui sont. C'est décevant. Le mode de gestion par les communes, il est ciblé. Décevant, il faut que la communauté, la société civile s'accapare. Et bien sûr, s'attelle à résoudre ces problèmes. L'AID, bien sûr, est une occasion. Bien sûr, si on est bien organisé
outillés, etc. Et bien sûr, avertis, avec une réflexion orientée, on pourrait gérer cette augmentation des déchets ou cette production excessive de déchets pendant les rivières. Bien sûr, ce serait la même chose pour les autres faits, parce qu'il y a des déchets aussi dans les autres occasions. Est-ce qu'il y a des questions? De m'avoir invité. Je crois que le problème de la poubelle et des ordures en général, c'est beaucoup plus un problème de, je dirais, d'éducation et aussi de civisme. Quand on voit une grosse voiture, une grosse cylindrée qui coûte pour les 2 millions de dirhams, passer, prendre des trucs à McDonald's, et puis une fois que les enfants ont tout mangé, ils jettent ça, ils jettent les emballages à même l'avenue. Je crois que là vraiment, ce monsieur n'a aucune espèce de conscience. Autre chose que je voulais dire, c'est que on a toujours voulu mettre en quelque sorte les municipalités, les élus et tout le monde un petit peu en étant, c'est à eux de régler le problème. Je crois que les multinationales, vous avez cité l'exemple de Coca-Cola pour à Rio, là pour le club de Rio. Je crois que les multinationales, qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'à présent? Elles ont essayé de pousser les sociétés vers des sociétés de consommation. Je me rappelle, moi, dans les années 60, 70, jusqu'à les années 80, dans les villes traditionnelles, telles que Marrakech, etc., la ménagère prenait son petit sac, elle faisait ses courses sans utiliser de sac de plastique. Un jour, avec une grosse société multinationale qui fabrique le plastique. Alors, en fabriquant le plastique, on a essayé de faire accepter à la ménagère et puis aux utilisateurs le fait de mettre ces marchandises dans ce plastique. Aujourd'hui, certains supermarchés reculent. Et on trouve en Moselle, par exemple, pas pour faire le système, mais on trouve en Moselle des caisses sans sac. Et on a essayé d'améliorer un petit peu la qualité du plastique en disant qu'on a découvert un plastique biodégradable. Le problème aujourd'hui des ordures en général, il y a une certaine conscience qui est prise, aussi bien au niveau du citoyen urbain qu'au niveau du rural. Et je vous cite l'exemple, dans les souks ruraux, si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez trouver des gens qui viennent acheter du plastique et du caoutchouc. Toutes sortes de plastique et toutes sortes de caoutchouc. Et c'est tout revenu de ces bonnes femmes, de ces messieurs, de ces enfants qui ramassent les anciennes sandales, qui ramassent les anciens cartables et qui viennent les vendre. Ça commence, la prise de conscience pour une sorte de recyclage fait ses débuts. Le fer, on ramasse le fer partout et on le vend. Le fer, il coûte 8 dirhams et on le vend en vrac à 3 dirhams. On vend aussi le cuivre. À tel point qu'on vole les fils d'électricité pour aller vendre le cuivre. Le problème est un problème, je dis, d'éducation et un problème de civisme. Et là où, éventuellement, les services municipaux peuvent aider, c'est la distribution des sacs de poubelle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le prix de revient d'un sac de poubelle. C'est un sac qui coûte 4 dirhams. Et chez moi, quand je dois utiliser 4 sacs, ça me fait quand même 4 et 4, 8, 16 dirhams. 16 dirhams par jour. Le sac non équipable. J'ai été dans une société où on a utilisé le sac. Quand le camion du ramassage arrive, on vide les poubelles tout en voulant garder le sac qui est déjà utilisé. Voilà. Merci. Je vous remercie de votre intervention. C'est tout à fait complémentaire, en fait. Et dans la vision citoyenne et le rôle des autorités, nous on s'est rendu compte que ce qui a permis les projets qu'on vous a montrés en diapositive, c'est la prise de conscience des populations elles-mêmes et leur propre mobilisation pour résoudre un problème et le revendiquer eux-mêmes à leurs propres autorités. Mais je dirais sans en attendre tout. On attend d'une autorité qui nous donne une autorisation pour faire, mais ce n'est pas une municipalité qui va résoudre le problème de la sécurité, elle va le permettre. Voilà. C'est-à-dire qu'elle peut le favoriser,
et elle peut mettre des bâtons dans les roues pour. Mais c'est pas à elle de gérer le problème. C'est un peu la dynamique qu'on est en train d'observer au Brésil en ce moment, qui est née un peu toute seule, hein, un peu toute seule, pour les raisons qui font qu'on a mis en contact des populations issues de l'exclusion et qui venaient du Moyen-Âge industriel, qui étaient exportées par bateau vers le 19e siècle, avec l'industrie, grande capitalisme du 21e siècle qui arrivait. Et il se trouve que le mariage est en train de fonctionner de manière curieuse et non prévisible. Et que tout ce qui était enfoui dans tout ce qu'on a oublié pendant un siècle chez nous, c'est-à-dire la valeur du déchet, ben, est en train de nous échapper et de repartir en Inde, en Chine, au Brésil, en Argentine. Et on se rend compte que c'est les pays émergents qui sont détenteurs finalement de ces savoir-faire, tant manuels qu'au niveau économique, puisqu'au niveau économique, la grande industrie va plutôt venir s'alimenter au Maroc, au Brésil, en Inde, en Chine, qu'en France. Donc en fait, c'est des choses qui permettent de comprendre qu'à la fois au niveau des dynamiques, des fonctionnements internationaux et à la prise de conscience de la population à la base, on est en train d'arriver à comprendre que ces deux problèmes sont en train de s'unir. Et se sont unis à peu près dans tous les pays émergents. Et c'est pour ça que merci à Christine que ça vaut le coup de penser à réfléchir à ça. Alors effectivement, il y a plein de problèmes. Le sac, on ne met pas, on le recycle avant, on le recycle après. Enfin, alors, ça, c'est des usages de fonctionnement. On a observé effectivement là à Tarboudante que déjà beaucoup d'artisans commençaient à vendre du fer, à vendre du cuivre, des choses comme ça. Au Brésil, on a eu le même problème au cuivre, qu'il y a des types qui venaient aller décrocher des boules de haute tension et qui le revendaient. Bon, d'abord, c'est très dangereux. Je fais ça, je suis mort, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et puis, donc, ça a amené tout un problème, parce que pour 90%, 95% en général, les gens qui font l'activité honnêtement, qui simplement s'en sortir, il y a un petit pourcentage. Donc, tous les projets qu'on a appuyés, les gens disaient, parce qu'il y avait des visites, ça c'est pourquoi c'est informel. C'est-à-dire que ça rentre dans la formalité petit à petit. Par exemple, pour la balance, pour acheter les déchets, il y a la visite de l'Institut des poids et mesures qui veut dire ça coûte tant, il n'y a pas entuber les gens, qu'il n'y a pas 1 kg de cuivre, pas 1,5 kg, il doit y avoir un prix juste. Donc une visite annuelle, c'est ça. Et des représentants des ministères fédéraux qui viennent voir ce qui se passe. Et un des projets où on a participé, il a sollicité, non, moi je sais plus de cuivre, il y a un problème. Le type s'est sorti, il est félicité, etc. Du coup, on rentre progressivement dans la légalité. Parce que ce sont des stratégies de réappropriation de l'espace, vu que le sol qu'ils ont, il est déjà pas légal, des centaines d'hectares qui appartiennent à des propriétaires, et ils gagnent leur légalité par l'électricité, par le téléphone, etc. Alors pour exemple, la compagnie d'électricité du Brésil, comme ils se sont rendus compte que les gens ne pouvaient pas payer la note d'électricité, alors les tentatives antérieures ont dit, bah tiens, si on envoyait la police pour faire payer, on va leur taper dessus, s'ils n'ont pas l'argent ne rentre pas. Et puis ils ont pensé à un projet qui était peut-être un petit peu plus pacifique. Ils se sont dit, bah tiens, vu qu'on est organisé, on a quand même une société qui a les moyens, on va organiser une collecte de matériaux recyclables, de carton, de boîtes d'aluminium, et puis on va échanger ça contre la note d'électricité. Alors pas tout de suite, d'accord, ils amènent des cartons, ils amènent des boîtes de coca, ils amènent des trucs, et quand arrive un total, alors ils donnent une petite carte bleue, comme ça, et cette petite carte bleue, ça leur donne un total, un bonus, et puis ils sont arrivés à régulariser comme 5 à 30 d'électricité impayée. Alors tout le monde est content, ça c'est du gagnant-gagnant. C'est ça qu'on estime qu'il y a du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les populations, elles sont gagnantes parce qu'elles ont retrouvé leur citoyenneté, parce qu'elles sont mises à jour de leur paiement d'électricité. La compagnie d'électricité est gagnante parce que plutôt que d'avoir un impayé, elle a des matériaux recyclables qu'elle va vendre, etc., etc. C'est une boucle qui, on y réfléchit, à des bienfaits sociétaux qui sont évidents. Alors des exemples, il y en a plein d'autres aussi, vous voyez.